Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de formation. À l'occasion des célébrations du millénaire de la basilique Saint-Remi de Reims, nous allons parler de Reims, de Remi, de la basilique et de la cathédrale. Peu de villes en effet ont autant compté que Reims dans l'histoire de France. Reims, c'est Saint-Remi, je ne cesse de vous le dire, c'est également Clovis et le mythique baptême de la France. Reims, c'est aussi la cathédrale Notre-Dame et le couronnement des rois de France. Reims, enfin, c'est une ville martyre de la Première Guerre mondiale, la ville de la paix et de la réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale. La ville se trouve en effet au confluent de la politique et de la foi, de l'alliance du trône et de l'autel, et elle a longtemps soudé notre unité nationale. Alors, que s'est-il passé à Reims? En quoi cette ville constitue-t-elle un symbole de l'histoire de France? Quelle utilisation a-t-on fait de ce symbole au cours de l'histoire? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Ludovic Laloux. Bonjour. Bonjour. Alors Ludovic Laloux, vous êtes historien et vous venez de faire paraître une histoire du christianisme du XXe siècle. Pardon, du XXe siècle. Mais on va faire, alors là, une histoire de France quasiment, puisqu'on va commencer directement à Remi. Alors on dit Remi. Oui, en Champagne, c'est bien Remi pour la prononciation, effectivement. Même si, effectivement, bien des Français et d'autres prononcent Rémi. Voilà. Mais c'est Remigius. Voilà. Et donc, alors, on va essayer d'expliquer un peu toute cette histoire de rémoise, donc autour de Reims, à la fois en commençant à l'origine, en parlant de la ville de Saint-Remi. Après, on parlera de la ville des Sacres, et puis on essaiera d'évoquer un peu le passé récent de cette ville. Mais on va commencer donc par Saint-Remi. Qui est Saint-Remi ? C'est, si on peut dire, il est évêque d'abord, certes. C'est un notable. Il est né vers 437, il meurt en 530. C'est quand même pour l'époque, enfin, il est presque centenaire, enfin, 7 ans près si je puis dire. C'est une longévité remarquable. Et indéniablement, cette longévité a contribué à marquer son époque. Et nous pourrons en reparler dans la suite de l'émission, mais il a été évêque pendant presque 2 tiers de siècle, ce qui est assez considérable. Ce serait considérable aujourd'hui, et pour l'époque, je dirais peut-être plus encore en un sens. Alors donc, c'est un notable. C'est un notable, c'est quelqu'un... Alors il faut, comment dire, placer dans le contexte de l'époque. Nous sommes ici au 5e siècle, avec un empire romain qui a déjà été pour le moins fragilisé, coupé en deux. Mais en 406, dans la nuit du 31 décembre 405 et 1er janvier 406, le Rhin est gelé et il y a plusieurs peuples, alors bien souvent dit barbares, on devrait dire peuples germaniques, qui passent le Rhin, qui le franchissent et qui finalement déferlent sur les contrées situées dans la partie occidentale de l'Europe. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, l'empire romain d'Occident est assez largement bouleversé par ces peuples qui le traversent ainsi. D'autres peuples germaniques sont plus pacifiques, comme les Francs notamment, avec Mérové, grand-père de Clovis. Et autre chose, il y a une date à bien avoir en tête, c'est en 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Or, et c'est là où c'est peut-être finalement intéressant par rapport à l'évêque Remi, c'est qu'il subsiste ici ou là, pas beaucoup, mais il subsiste quelques îlots de romanité. Il y a notamment un général romain, Syagrius, qui en fait est établi à Soissons et qui rayonne sur un territoire qui est à cheval en gros sur la Picardie actuelle et sur la Champagne, et qui a notamment dans sa zone d'influence Reims, et donc notamment parmi ces notables locaux, il y a cet évêque Remi. Voilà, alors Remi, il ne faut pas du tout se l'imaginer comme un barbare chevelu. Oui, bien sûr, effectivement, oui. Il fait partie, lui, d'une aristocratie très romanisée. Oui, il a aussi un autre frère qui est... Enfin, il a un frère, pardon, excusez-moi, qui est évêque de Soissons également, donc 2 dans la famille, 2 évêques, ça compte quand même quelque peu. Et un évêque à l'époque, certes, il y a un rôle religieux, c'est évident, mais dans l'histoire à cette époque-là, il y a eu un rôle aussi politique en quelque sorte. C'est un notable local. Donc oui, donc c'est quelqu'un de très cultivé, de très. Enfin, oui, c'est évident. Il est dans la grande tradition romaine. Oui, et puis alors c'est par la suite, certes, mais Grégoire de Tours, qui a été évêque à Tours au siècle suivant, qui n'a pas connu l'évêque Remi, nous le dépeint comme étant quelqu'un de très habile, très diplomate, bon administrateur également. Alors bon, il est vrai aussi que il est en train de flatter peut-être un évêque en quelque sorte, même s'il n'est plus de ce monde, et ça peut expliquer aussi certaines prises de position de Grégoire de Tours dans ses écrits.
Et ce qu'il faut bien faire comprendre également, c'est qu'un évêque, c'est pas simplement quelqu'un comme actuellement qui administre le spirituel. C'est vraiment un chef politique. Il a vraiment un rôle. Oui, et c'est là où il faudrait peut-être revenir à l'étymologie grecque. Un évêque, c'est quelqu'un qui surveille, qui contrôle, épiscope, episkopein, episcopo, episkopein, en grec, l'idée de contrôler, de surveiller, d'examiner. On n'a pas tellement cette idée-là aujourd'hui quand on parle des évêques, mais il faut bien avoir ça en toile de fond pour bien comprendre finalement un épiscopat dans sa durée. Alors, pour comprendre quand même le lien avec l'histoire de France et pourquoi Remy est si important, c'est évidemment que Rémy est l'ami de Clovis. Alors, qui est Clovis? Alors, oui, l'ami, vous avez raison de le dire, et c'est assez curieux parce qu'il y a une certaine audace à souligner de la part de l'évêque Rémy. En fait, on a évoqué succinctement Clovis. Clovis arrive sur le trône en 481. Donc, excusez-moi, ça veut dire que Rémy est déjà évêque depuis longtemps. Enfin, depuis quelques années, effectivement. Oui. Alors, suivant les datations, on a 459 ou un petit peu après, 466. Oui. Bon, ça fait au moins 30 ans qu'il est en place. Pas 30 ans, enfin, puisque... Oui, une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. Mais en revanche, Clovis, lui, c'est un jeune garçon, si on peut dire. Enfin, jeune, en tout cas par rapport à nos critères d'aujourd'hui. Il a une quinzaine d'années, 15-16 ans. Et il est évident que il est assez neuf dans les fonctions qu'il occupe, et c'est là où il reçoit une lettre de l'évêque Rémy, qui est une lettre finalement qui l'invite en quelque sorte à œuvrer, à définir une certaine politique au sens large et noble du terme pour les années à venir. Et c'est là où on se dit que manifestement il y avait de la part de l'évêque Rémy une audace missionnaire de s'adresser finalement à un païen en quelque sorte, mais en même temps il est évident qu'en face, Clovis est quelqu'un qui, par rapport au ton de la lettre, est quelqu'un qui devait être capable de recevoir ce qui lui était envoyé. Et ce n'était pas, si je puis dire, un barbare parmi d'autres, bien au contraire. C'était quelqu'un, enfin le peuple franc, on l'a dit tout à l'heure, c'était un peuple qui était aux frontières de l'Empire romain, en bordure du Limès. Et les Romains avaient, demandé à un certain nombre de peuples germaniques d'être là en protecteur, en quelque sorte. Et donc des liens s'étaient tissés avec cela, et notamment donc les Francs. Et Clovis donc est quelqu'un qui manifestement doit manier une certaine tolérance, doit comprendre. Donc ceci pour expliquer le point de départ. Cette lettre au point de départ de l'évêque Rémy à Clovis était assez audacieuse, mais finalement pouvait se comprendre dans le contexte qu'on vient de décrire. Donc il lui écrit une lettre et ensuite il ne cesse de se voir. Alors il ne cesse de se voir, c'est vrai, mais c'est là où le rôle des femmes est essentiel pour comprendre. Il y a deux femmes qui jouent un rôle majeur. L'épouse de Clovis, Clotilde, bien sûr, on va en dire quelques mots par la suite, mais il y a aussi une autre femme qui est Geneviève, celle qui a été qualifiée de Sainte Geneviève par l'Église. En fait, Attila est à la tête des Huns, déferle sur un certain nombre de contrées en Europe et arrive aux abords de Paris en 451. Et alors, qui est Geneviève? C'est une bergère à Nanterre, enfin, dans le contexte de l'époque, depuis ça a un peu changé géographiquement. Mais c'est une bergère qui a 28 ans et qui garde ses moutons, certes, mais qui en même temps, manifestement, sur le plan religieux, a une vie profonde, intérieure, et qui en parle autour d'elle. Et en fait, elle invite au jeûne et à la prière. Et alors ça, pour l'époque, on pourrait dire ça peut-être pour d'autres époques, il est vrai, mais pour l'époque, c'est incompréhensible ou presque. Et il faut l'intervention d'un homme d'église pour dire, mais si, écoutez ce qu'elle nous dit, c'est important, il faut à tout prix suivre son enseignement. Et de fait, il se trouve que les Huns, finalement, font demi-tour et n'investissent pas Paris. Et à partir de là, il est indéniable que Geneviève joue un rôle majeur, essentiel. Elle a d'ailleurs été qualifiée de patronne de Paris, et ce n'est pas sans raison. Mais Clovis lui voue, entre guillemets, une sorte de culte pratiquement, par rapport à son ensevelissement, par rapport à l'édifice qui est édifié, qui ressemble à l'édifice de l'empereur romain d'Orient. Donc c'est pas négligeable de dire cela pour situer sur la montagne dite Sainte-Geneviève, à l'emplacement du Panthéon actuellement. Et donc il y a Geneviève et puis il y a Clotilde. Oui, alors Clotilde a une jeunesse vraiment éprouvante, dramatique, et on ne le soulignera peut-être pas assez. Son père était appelé à régner et était tué ni plus ni moins que par son propre frère. L'épouse de celui qui devait être roi, donc la mère de Clotilde, elle est martyrisée. Les garçons, les enfants sont eux jetés dans l'eau.
jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis il reste deux filles qui en fait embrassent la foi catholique. D'un côté, une qui entre dans la vie religieuse dans une abbaye, et puis Clotilde. Clotilde, c'est une princesse burgonde. Alors les Burgondes, c'est un peuple qui a géographiquement migré quelque peu autour en gros de la Suisse et de la Savoie pour faire bref, et qui finalement par translation successive arrive dans l'actuelle Bourgogne, ou peu de choses près. Et donc ces deux femmes font pression sur le roi, enfin font pression, ou disons influent sur le roi pour ce fameux baptême. Oui, alors il y a eu... Alors, vous faites allusion ici au baptême de Clovis, oui. Il y a eu deux baptêmes précédemment, vous le savez bien, certainement. Il y avait eu le baptême d'abord d'un premier fils, mais un Gomère, mais ça s'était mal passé dans la mesure où, en fait, dans la semaine qui a suivi son baptême, il est mort. Clotilde, manifestement, avait espéré que son mari ouvre un peu plus son cœur, en quelque sorte, et puis embrasse la foi chrétienne. Mais là... ça tombe mal. Ça tombait mal, et Clovis, finalement, a fait comprendre à Clotilde, mais si on s'était tourné vers mes dieux païens, ça serait peut-être passé autrement. Mais néanmoins, Clotilde est déterminée, à une foi profonde, on l'a dit, et pour le fils suivant, elle désire, elle souhaite, elle veut même qu'il soit également baptisé. De fait, il est baptisé, et puis là, à nouveau, patatras, si je puis dire, ça se passe mal, il est à deux doigts de mourir également. Et puis finalement, comme par miracle presque, finalement, la vie renaît en quelque sorte, et d'ailleurs, il deviendra roi par la suite. Donc, ceci pour dire d'une part la détermination de Clotilde, mais en même temps le cheminement spirituel de Clovis, qui depuis les lettres reçues par Remy, la détermination également de son épouse, et puis il y a la bataille de Tolbiac en 496. Tolbiac, nous sommes aux abords de Cologne, territoire germanique, et là la situation est pour le moins tendue parce qu'en fait les éléments auxquels se heurte Clovis ne sont pas battus en une seule fois. Il y a plusieurs batailles, même après Tolbiac, pendant au moins à peu près 7 ans, les combats se poursuivent, donc c'est pas gagné. Simplement que sait-on de Tolbiac? On retient la formule qui est à peu de choses près celle-là, d'après Grégoire de Tours, auquel on faisait allusion tout à l'heure. Dieu de Clotilde, donne-moi la victoire et je me ferai baptiser. Sorte de tentation, là. Sorte de tentation, mais je me ferai baptiser. Ce n'est pas la conversion, puisque la conversion elle est déjà en cheminement, en quelque sorte. Mais je me ferai baptiser. Est-ce que ça s'est produit comme ça? En fait, il n'y a aucun témoin de la scène qui puisse rapporter, qui puisse attester, devrais-je dire, qu'effectivement, Clovis a pu tenir de tels propos. C'est Grégoire de Tours. Or, Grégoire de Tours, faut-il le rappeler, lui, c'est le siècle d'après. Et on peut penser qu'il y a peut-être une certaine relecture historique. Relecture historique qui s'intègre et qui se place plutôt dans le long terme et qui n'est pas sans écho probablement par rapport à Constantin. Constantin qui se situe au début du IVe siècle. Vous savez qu'il y a des luttes intestines assez fortes dans l'Empire romain pour savoir finalement qui va l'emporter. Et il y a la bataille du Pont Milvius au début du IVe siècle. Et là, par un signe de Dieu, Constantin finalement s'engage dans la foi chrétienne, même s'il se fait baptiser sur le lit mort en 337 bien plus tard. Mais après la bataille, par l'édit de Milan, 313, Constantin finalement ouvre la voie au christianisme. C'est une reconnaissance officielle du christianisme dans l'Empire romain. Et là, manifestement, en ce qui concerne Clovis, d'après la relecture de Grégoire de Tours, ce serait un peu la même chose. Oui, une sorte d'adéquation, c'est-à-dire Pont Milvius, Tolbiac, une promesse. Voilà, exactement. Donc Clovis et Constantin. Exactement. Et ça, on le revoit à plusieurs reprises dans les écrits de Grégoire de Tours. Et là, on pourrait peut-être s'attarder un tout petit peu sur Grégoire de Tours. Il a écrit en fait une histoire des Francs, mais à en lire les premières pages, les premières dizaines de pages, il y a 40 volumes, mais c'est un peu lourd, je ne vais pas dire insipide, mais enfin, c'est pas tellement un rebondissement. Et d'un seul coup, lorsque Grégoire de Tours parle de Clovis, là, manifestement, c'est la profonde extase en quelque sorte. Clovis est hissé sur le pavois, c'est le cas de le dire, mais c'est peut-être aussi en décalage par rapport au roi de l'époque, au roi mérovingien de l'époque du VIe siècle, auquel se trouve parfois confronté Grégoire de Tours. Donc il magnifie un peu Clovis pour faire des critiques indirectes finalement par rapport au roi vivant à l'époque. Donc ça nous permet justement de se poser la question, ce fameux baptême de 476, est-ce 496. 496, pardon. Est-ce que justement, 476 c'est la chute de l'Empire romain, 496 c'est le baptême. Est-ce que justement ça serait pas un événement moins important qu'on a bien voulu le dire? Ça a été primordial. Alors, on peut s'interroger sur la date exacte, parce que certains historiens disent plutôt 498, 499. Bon, à la limite, à 2 ans, 3 ans près, est-ce que c'est le plus fondamental?
fin du 5e siècle, Clovis a été baptisé. Oui. Ça a été important dans la mesure où, à l'époque, il faut bien avoir conscience d'une chose majeure sur le plan des fondements, alors cette fois du christianisme, oui. C'est que tous les rois germaniques de l'époque sont en fait tentés, plus que tentés, par l'arianisme. Oui. L'arianisme, c'est une hérésie, du point de vue chrétien en tout cas, c'est une hérésie qui consiste à considérer, à nier la divinité du Christ. C'est-à-dire que, certes, le Christ a joué un rôle important, c'est une créature importante qui supplante les hommes, certes, mais pour autant, il n'est pas Dieu. Donc ça remet en cause, finalement, les fondements mêmes du christianisme. Or, Clovis, en embrassant la foi chrétienne, très largement, finalement, il rompt avec cette tentation, en quelque sorte, qui pouvait apparaître en ce qui concerne l'arianisme. Et ça, le pape, notamment, ne pouvait qu'approuver, d'une part, et d'autre part, l'évêque de Reims, donc Remy, devait approuver également largement. Ce qui, alors, entre les deux, entre Tolbiac et puis ce baptême, ce qui s'est produit, c'est, là encore, le rôle joué par Clovis, par Clotilde, l'épouse de Clovis, qui en fait, manifestement, a contacté en secret l'un de ses amis, en l'occurrence donc l'évêque Remy, pour lui dire, voilà, mon mari a dit qu'il s'ouvrait à la foi chrétienne et il faudrait le catéchiser en profondeur. Et donc il y a toute une phase de préparation. Mais il faut bien comprendre qu'en gros, il y a 10 à 15 ans de préparation pour Clovis pour parvenir au baptême. Entre son arrivée sur le trône en 481 et le fait qu'il soit baptisé en 496, 15 ans se sont écoulés. Alors, on l'a dit, Grégoire de Tours participe très largement à une sorte d'hagiographie de Remy. Immédiatement, Remy va passer pour le baptiseur de la France, etc. Il va y avoir un grand culte autour de lui. Alors, j'ai dit, c'est le millénaire de la basilique Saint-Remy, mais cette basilique qu'on a actuellement n'est que la 2e ou la 3e basilique, parce qu'on n'a pas cessé de vouer un culte à Remy. Alors pourquoi ce culte? Parce que Clovis n'a pas fait les choses à moitié, si je puis dire. D'abord, il a été baptisé non pas comme souvent, j'irais aujourd'hui, par aspersion, mais par immersion, enfin immersion et aspersion, d'une part. Et il est bien écrit, d'après les sources, que c'est l'évêque Remy qui le relève de la cuve baptismale. Ça, c'est un premier aspect. Et un autre aspect, c'est que Clovis n'est pas le seul à se faire baptiser. Il y aurait à peu près eu 3000 soldats à se faire baptiser. Mais qui dit 3000 soldats, c'est aussi les familles qui se font baptiser. Et finalement, ce que l'on veut dire par là, ce que l'on veut signifier, c'est l'impulsion donnée pour le peuple franc pour le baptême. Et donc, ce n'est pas simplement le roi qui devient chrétien, c'est le peuple entier des Francs qui devient chrétien. Un peu de choses près. Donc on pourrait dire que Remy est le saint protecteur des Francs. Et en fait, c'est en quelque sorte. C'est pour ça que l'héritage nous est venu. Oui, ça c'est sûr, avec le rôle, vous l'avez dit très justement, après la mort de Clovis en 511, l'évêque Remy continue finalement à œuvrer en faveur, pour montrer finalement le rôle important joué par Clovis. Oui, parce que effectivement, Clovis meurt en 511, et Rémy meurt des années après, en 530, donc presque centenaire, et il continue son œuvre de christianisation. Oui, par différents conciles, synodes, il est vrai. Alors, il est vrai aussi que, et c'est là où on voit, une fois à nouveau, un parallèle avec Constantin, c'est qu'en 511, il y a un concile qui est réuni à Orléans, mais il est réuni par l'invitation de Clovis. Et ça nous rappelle finalement le concile de Nicée en 325, avec Constantin qui se voulait l'évêque du dehors. Il n'était pas évêque lui-même en tant que tel, mais évêque protecteur de l'Église. Et ici, avec ce concile donc à Orléans en 511, il est évident qu'il y a un parallèle qui est fait par Grégoire de Tours pour montrer qu'une fois encore, Clovis marche dans les pas de Constantin. Alors, on va quitter un peu donc ces temps du VIe siècle, justement pour nous concentrer sur Reims. Alors, après ce coup d'éclat, on peut dire que la ville reste une ville importante, mais a un peu moins d'importance, puisque la cour se déplace plutôt vers Paris. Après, on a une série de bouleversements. Les Carolingiens vont plutôt vers l'Allemagne. Mais à un moment, Reims redevient importante, toujours dans cette idée de filiation par rapport à la chrétienté et au couronnement. Oui, alors vous voulez sans doute faire allusion au début du XIIe siècle, avec le pape Innocent II, qui en 1137 sacre lui-même le nouveau roi qui appelé à régner, qui est Louis VII, mais devant
le père qui est Louis VI, devant son père. Alors c'est là où il faut rappeler un peu le contexte assez trouble. Finalement, l'histoire a été traversée par de nombreuses périodes troubles, mais le début du XIIe siècle a été marqué par cette époque-là, par ce type d'époque, avec en fait en face du pape Innocent II un antipape, et il faut à tout prix à ce moment-là, enfin c'est une lecture politique qui est proposée ici, mais il n'y a pas que cela. Mais cette lecture politique invite notamment à penser que le pape cherchait finalement un certain soutien sur le plan politique, notamment auprès de l'empereur Lothaire III, qu'il avait en fait sacré empereur en 1133, donc juste 4 ans avant 1137, le sacre de Louis VII, roi de France, roi des Français. Enfin, roi de France plutôt à l'époque, exactement. Mais ça montre bien en tout cas que le pape, donc Innocent II, voulait à la fois se faire bien voir, je dis ça de manière assez rapide, peut-être caricaturale, par rapport à l'empereur, par rapport au roi de France également, parce qu'il fallait qu'il renforce aussi lui-même ses positions par rapport à Rome. Mais ici, nous avons un sacre qui désormais se déroule à Reims, et là, finalement, c'est une nouveauté. Et le siècle d'après, avec le XIIIe siècle et Saint-Louis, là, je dirais saint de son vivant, en quelque sorte, il est évident que Reims joue désormais un rôle incontournable dans la royauté en France et pour le royaume de France. Alors pourquoi Reims? C'est juste pour cette question de Rémy et de Clovis, ou il y avait d'autres raisons? L'impulsion a été telle, donnée par à la fois Clovis et par Rémy, l'impulsion était telle que finalement il était difficile d'y déroger en quelque sorte, d'une part. Alors c'est vrai qu'on aurait pu choisir une autre ville en un sens, pourquoi pas. Mais finalement, pour la nécropole des rois de France, c'est Saint-Denis qui a été choisi. Mais il est vrai que peut-être le rôle de certains, Hincmar au IXe siècle, a pu jouer aussi. Mais c'est là où, puisqu'on parlait de Grégoire de Tours, qui avait peut-être pu, dans certaines pages, être un peu hagiographique, Hincmar, à sa manière, l'a été également. Hincmar est moine... Redites-nous un peu qui est Hincmar. Quelques mots. Oui, parce que je crois que tout le monde... Moi-même, j'avoue qu'Hincmar me... Au IXe siècle, Hincmar est moine à Saint-Denis. Il devient ensuite archevêque à Reims. À une époque où, en 843, faut-il le rappeler, il y a eu en fait le partage qui s'est produit à Verdun, le traité de Verdun, qui a conduit finalement à un éclatement de l'empire de Charlemagne. L'empire de Charlemagne était resté d'une pièce avec son fils, Louis le Pieux, mais avec Lothaire, Charles et Louis qui suivent ensuite, eh bien la question se pose, est-ce qu'il faut être dans une perspective, je dirais, franque, où finalement on partage les biens entre tous, ou est-ce qu'il faut avoir la perspective que les Capétiens eurent par la suite de donner tout ou presque au fils aîné? Et la question, elle est là, finalement. Lothaire, en tant qu'aîné, revendique tout. Ses deux frères plus jeunes, Louis et Charles, souhaiteraient finalement être partie prenante du partage en question. Alors pourquoi est-ce que j'évoquais Hincmar? C'est qu'en fait, Hincmar réécrit l'histoire peut-être en un sens à propos de Clovis, là encore 3 siècles et demi après. Pourquoi est-ce que je dis qu'il réécrit l'histoire? C'est qu'il évoque pour la première fois dans l'histoire l'idée qu'il y a eu une ampoule au moment du sacre, une ampoule, c'est-à-dire une petite fiole, qui aurait été amenée par une colombe et qui aurait permis finalement le sacre, en un sens si je puis dire, de Clovis. Alors on est libre d'y croire ou non, ça c'est autre chose. La tradition ne remonte pas au-delà d'Hincmar. Voilà, exactement. Et c'est là où on est un petit peu gêné, dans la mesure où on se dit, mais est-ce qu'il y a des fondements ou non à cela, ou est-ce que bon... Mais on peut penser qu'en fait, Hincmar, que ce soit vrai ou non, que ce soit vrai ou non, Hincmar a peut-être voulu renforcer une certaine légitimité de Charles, qui était présent dans la Francie occidentale, ce qui, y a peu de choses près, est devenu la France aujourd'hui. Et il voulait il voulait lier cela dans l'histoire pour montrer que Reims, qui était dans ce territoire-là, de la Francie occidentale, il voulait montrer que finalement, à travers l'histoire, de Clovis à Charles, il y avait une continuité et une légitimité historique. Oui, parce que Charlemagne s'était quand même reconnu de Clovis. Et donc, c'est une manière de rattacher à l'ancêtre mythique. Oui, et c'est là tout le problème en un sens pour les Carolingiens, puisque les Carolingiens, finalement, sont en un sens des usurpateurs. Totalement, oui. Pépin le Bref, lorsqu'il fait appel au pape Zacharie en 751, ce n'est pas sans raison, c'est qu'en gros, il dit « je fais tout le travail,
conseil, mais bon, je n'ai pas le titre de roi, j'ai la fonction mais pas le titre, que faut-il faire? Et vous avez à ce moment-là Boniface, apôtre de la Germanie, qui vient pour sacrer Pépin le Bref. Enfin, Pépin qui devient Pépin le Bref. Et puis en 754, c'est peut-être intéressant de le dire en doublon aussi, ou en écho plutôt par rapport à ce qu'on va évoquer, ce à quoi on a fait allusion tout à l'heure avec Louis VI et Louis VII, c'est qu'en fait en 754, il y a un deuxième sacre de Pépin. Mais cette fois le sacre, d'autres y contribuent, ou y participent plutôt, ce sont à la fois Carloman et Charles, le futur Charlemagne, qui en fait sont sacrés en présence de leur père, donc lui avait été sacré une première fois en 751, qui est sacré une deuxième fois 3 ans plus tard en 754, avec ses deux fils. Ils sont 3 à être sacrés en 754. Il s'agit en fait d'asseoir la légitimité ici de la dynastie carolingienne appelée à régner. Et on pourrait peut-être aller plus loin avec les Capétiens, où finalement il a fallu, au début du XIIe siècle, on l'a dit, renouer avec cette légitimité, mais montrer aussi qu'à travers les siècles, et je pense notamment par exemple à la fin du XVIe siècle avec Henri IV, lorsqu'Henri IV est sacré roi, il est sacré roi à Chartres. Mais il faut renouer avec cette légitimité de Reims, de Clovis. Et lorsque, après son sacre, Henri IV se fait représenter, il se fait représenter en Clovis sur les peintures, montrant la filiation à travers l'histoire. Et qui dit Clovis, dit à ce moment-là Reims. Oui, il y a une sorte absolument, enfin, c'est la figure tutélaire de toute la royauté française. Et donc, il faut s'en rapprocher d'une manière ou d'une autre. Exactement. Même étant sacré à Chartres, il fallait montrer des liens avec Reims. Alors justement, on va se déplacer un petit peu dans Reims, parce qu'on était à un moment à la basilique de Saint-Remy, et donc maintenant on se déplace vers la cathédrale de Reims, puisque c'est là que se déroule le sacre. Alors, un petit peu, juste parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et finalement de beaucoup plus important que ça en a l'air. Ça se déroule comment un sacre? Il y a plusieurs phases. Il y a une phase publique, certes, on va en parler juste après, mais il y a d'abord une phase seule. La première phase seule, elle commence en fait la veille au soir, où le futur roi se rend à la cathédrale de Reims, et là il passe la nuit en prière. Alors on pourrait se dire, mais finalement c'est comme une cérémonie d'adoubement en quelque sorte, où préalablement le futur chevalier passe la nuit en prière. Là également, le futur roi passe la nuit en prière, mais à la différence de ce qu'on peut peut-être voir ici ou là pour tel ou tel chevalier, il est seul toute la nuit dans la cathédrale de Reims. En fait, c'est ici l'homme qui est appelé à devenir roi et qui se trouve seul face à Dieu. Et on va le voir avec un autre aspect qu'on évoquera dans quelques instants, avec le changement de vêtements. Ici, c'est le dépouillement spirituel, en quelque sorte, qui se produit, l'immersion totale sur le plan religieux. Il est intéressant de noter que cet aspect religieux, précède finalement une immersion politique. Ça, c'est la première phase. Alors, au petit matin, le futur roi doit être plus ou moins frais. Alors, bon, il va quelque temps se reposer au palais du Thau, qui est le palais épiscopal. À Reims, et ensuite il y a la cérémonie en tant que telle. Alors le roi arrive à la cathédrale et là, dérogation tout à fait particulière, il se trouve placé sur un siège dans le cœur même de la cathédrale, qui est en fait le trône royal. Et là, il attend, avec ceux qui sont présents pour la cérémonie, il attend l'arrivée de l'ampoule à laquelle on faisait allusion, qui va permettre le sacre, qui va permettre l'onction, qui au passage n'est pas sans rappeler aussi finalement Samuel et David de l'Ancien Testament. C'est l'onction royale, et l'onction messianique. Exactement. Alors il est vrai aussi que, et puis donc à la sortie du Jourdain, avec effectivement l'arrivée de la colombe, mais alors il est vrai que le roi visigothique en Espagne avait été plus rapide sans doute que les rois de France, certes, mais enfin bon, en tout cas, il y a ceci pour les rois de France, qu'il y a cette onction avec donc le contenu de cette ampoule. L'huile sainte, mais c'est l'envoi du Saint-Esprit en quelque sorte. J'ai une question très stupide. Comment est-ce que cette huile sainte a pu être conservée si longtemps? On en rajoutait? Qu'est-ce qu'on faisait? Alors là, il y a des éléments qui m'échappent certainement. Pour compléter si besoin était, cette ampoule a été détruite à l'époque de la Révolution par un révolutionnaire qui s'appelait Rulle, qui l'a détruite, qui l'a écrasée sur la place royale de Reims, donc on ne la possède plus aujourd'hui. Donc on l'a montrée en tout cas. Elle était montrée, oui. Elle venait en fait de l'abbaye Saint-Remy, à Reims. Et donc elle arrive en procession, elle est portée en procession, elle arrive donc dans la cathédrale. Mais comprenez que c'est important dans la mesure où c'est en quelque sorte
l'œuvre de Dieu ici, c'est la désignation par Dieu en quelque sorte, pour montrer que nous sommes bien dans le cadre d'une monarchie de droit divin, en quelque sorte. Alors, voilà pour planter le décor, en quelque sorte. Et il y a la première phase dans la cathédrale, après cette arrivée en procession, il y a une première phase concernant le serment, ou plutôt devrait-on dire les serments. En fait, il y en a 2, voire 3, on va y venir. Un premier serment qui est un serment où le futur roi, en fait, indique qu'il protège, qu'il va protéger l'Église au sens large du terme. L'Église se représentant et ainsi de suite. Deuxième serment qui s'est affiné, qui a été augmenté au fur et à mesure des siècles, il est vrai, ça a été le serment plus par rapport à la population même, par rapport au peuple, pour montrer qu'en fait, eh bien, le roi n'est pas simplement seul à diriger le pays, il dirige le pays, certes, mais ses sujets également. Donc, premier serment, à but religieux, de protection de l'Église. Deuxième serment, à but de protection du peuple. L'aspect de justice apparaît, mais il y a un troisième serment auquel j'ai fait allusion, mais qui est plus tardif en fait. C'est une fois que tout est terminé, une fois que le roi revient à Paris, il y a une petite cérémonie là encore, où le roi prête un autre serment, mais qui est à vocation essentiellement juridique. D'accord. Donc on voit 3 serments, mais 2 à la cathédrale et un troisième quelques jours plus tard à Paris. D'une cérémonie, banquet et autres. Alors pour revenir au sacre, ensuite il y a, alors ça a un petit peu varié à travers les différents sacres pour les rois de France, mais il y a en fait l'élection qui remonte finalement aux empereurs romains qui se faisaient acclamer par leurs troupes. Et là, en fait, ce qui est dit par les grands du royaume, eh bien, c'est que oui, nous le voulons pour roi. En gros, c'est cette formule qui est redite à travers les siècles et qui en gros n'a pas fondamentalement changé, mais qui montre l'adhésion du peuple, qui montre finalement l'écho. Le roi, le futur roi s'est engagé par les serments, et finalement le peuple, par ses représentants, répond. Et justement, on voit bien l'alliance du trône et de l'autel et du peuple, enfin, finalement, même si on n'est pas en démocratie, bien loin s'en faut. Enfin, on voit que tous ces différentes composantes se réunissent là. On a un moment clé. Ouais. Et alors c'est là où justement, puisqu'on faisait allusion tout à l'heure à la question de l'adoubement pour les futurs chevaliers, ou se appeler lettres, c'est qu'en fait, eh bien, par exemple, le roi reçoit à ce moment-là les éperons de chevaliers pour montrer que finalement, eh bien, il y a une attestation en quelque sorte. Ce ne sont pas simplement des propos, on est marqué ici par le poids des symboles en quelque sorte à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est cette phase d'acclamation, d'approbation pourrait-on dire. Et puis ensuite, il y a l'onction en tant que telle qui est réalisée par donc l'évêque, ou parfois, donc on l'a dit, le pape, c'était le cas donc pour Innocent II, mais sinon c'est l'évêque du lieu, l'archevêque même du lieu, l'archevêque de Reims, qui oint donc celui qui est désormais donc le roi. Mais à ce moment-là, après l'onction, il y a, puisqu'on a parlé des vêtements tout à l'heure, le roi se dépouille de ses vêtements. Et c'est le nouvel homme, c'est le nouvel Adam, c'est l'homme nouveau qui se lève et qui finalement est appelé à changer. Il a quitté ses vêtements auxquels on a fait allusion pour la nuit de prière et il est finalement, il devient pleinement roi en un sens. Mais il y a 2 phases dans la phase d'habillage en quelque sorte. D'une part, des vêtements ecclésiastiques, religieux, c'est-à-dire qu'il revêt la dalmatique, la chasuble également. Et donc puis, comme un prêtre. Comme un prêtre, effectivement, ce sont bien des vêtements liturgiques en quelque sorte, ce qui explique aussi que certains aient pu considérer que le sacre était comme un 8e sacrement en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a les vêtements, je dirais profanes, temporels plus exactement, ce serait plus juste, les vêtements du sacre au sens donc profane du terme, où là, le roi apparaît comme tel devant le peuple qu'il a rassemblé dans la cathédrale de Reims. Alors, entre-temps, il y a aussi l'anneau épiscopal, enfin l'anneau comme les évêques, qui est remis au roi, pour montrer que le roi est marié avec son royaume. Le poids des symboles, encore une fois, a son importance. Et puis, alors, on s'achemine peu à peu vers la fin, ou presque, de la cérémonie, c'est la remise du sceptre et puis de la main de justice, pour montrer que le roi, et ça c'est particulièrement important, pour montrer que le roi est vraiment celui qui est en dialogue, en quelque sorte, avec ses sujets. Et ce qui est important là, par rapport aux monarchies anglaises, polonaises, hongroises, par exemple, c'est que dans ces monarchies qu'on vient de citer, eh bien, c'est l'épée de guerre qui est remise en premier. Ici, c'est l'inverse. Pour le roi de France, on remet la main de justice.
Alors il est évident que lorsqu'on pense à Saint-Louis, sous son chêne à Vincennes, oui. et ça a tout un poids, c'est évident. On voit qu'on est dans le symbole. Enfin, Exactement, tout est dans le symbole. Oui. Mais c'est pas uniquement du symbole, c'est vraiment cette volonté de montrer que le roi est soucieux de ses sujets et qu'il a, c'est une évocation de Salomon finalement, qu'il a comme priorité le bien-être de ses sujets, qu'il veut les protéger aussi, mais le bien-être d'abord de ses sujets. Et la couronne? Et alors, on y arrive, c'est l'étape suivante, effectivement. Mais c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que le couronnement est l'acte important et vous montrez bien que finalement, on y arrive seulement à la fin. Oui, voilà. Et ça, sans jeu de mots, mais ça couronne finalement tout ce sacre en quelque sorte. Oui. Alors cette couronne est portée en fait par les pairs de France, PAIRS bien sûr, c'est 6 laïcs et 6 prélats, et parmi ces 6 prélats, il y a l'archevêque de Reims, et c'est lui qui, finalement, en dernière étape, pose la couronne sur le roi de France. Alors après, bon, l'acclamation, et c'est pas tout à fait fini, puisque bon, après il y a un banquet, certes, et puis le lendemain, bien souvent, eh bien, le roi dit roi thaumaturge, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, finalement, de guérir, eh bien, est appelé à voir les uns et les autres, c'est-à-dire des malades qui viennent de partout pour se faire guérir. Alors il est vrai que les rois de France n'ont pas été les seuls à avoir ce privilège d'être roi thaumaturge, les rois anglais notamment aussi, en tout cas jusqu'au Stuart. Mais ça a été important, il faut savoir que ce n'était pas uniquement au lendemain du sacre, c'était vrai en d'autres circonstances, et on a un certain nombre d'écrits qui nous l'attestent, cela, et notamment au moment de la Pentecôte, à telle ou telle reprise, eh bien, le roi avait devant lui jusqu'à 2500 malades qui venaient là, espérant, par la grâce, en quelque sorte, être touchés et être finalement guéris. Oui, c'est ce qu'avait montré l'historien Marc Bloch en son temps, c'est que ça fait partie prenante de la sacralité de la personne royale. Elle peut guérir un peu comme le Christ guérit. En quelque sorte, oui. Et du coup, c'est vrai que quand on voit les régicides ou ceux qui méritaient de l'être, enfin qui ont tenté de l'être comme Damien qui a voulu tuer Louis XV, leur sort est impitoyable. Oui, là, ça a été l'écartèlement. D'ailleurs, bon, beaucoup s'en sont souvenus, mais sur le plan, je dirais, purement négatif. Donc, il faut bien comprendre que d'un côté, certains disent, mais il y a eu atteinte à la personne du roi sacré, monarchie du roi divin. Et de l'autre, certains disent, mais enfin, c'était un coup de canif plus ou moins inoffensif, ou à peu de choses près. Est-ce que ça valait l'écartèlement On pense à celui de Ravaillac aussi. Voilà, alors, mais il faut bien comprendre que ça a fragilisé, alors que pour Ravaillac, il y avait peut-être un certain consensus, si j'ose dire le terme, peut-être pas total, mais enfin relativement. En revanche, pour Damien, ça a été assez diversement apprécié, et plutôt négativement, finalement. Alors, le dernier sacre, c'est quand ? Alors, on a le sacre en 1775, si je ne fais pas erreur de mémoire, pour Louis XVI. Oui. Et qui, alors pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est pas le dernier, jusqu'en 1824. Mais si je le mentionne, c'est qu'en fait, on retrouve les paroles de bénédiction qui sont les mêmes depuis le IXe siècle. À une nuance près pour l'une d'entre elles, mais à travers les siècles, pendant près d'un millénaire, les paroles de bénédiction prononcées ont été les mêmes. Et donc, on voit bien finalement la filiation séculaire qui s'est produite ici. Alors, 1824, dernier sacre d'un roi des Français, ici, qui se place Charles X. Charles X, effectivement, oui, qui se place certes après la Révolution française, donc on parle de roi des Français, non plus de roi de France, c'est vrai. Mais il y a eu aussi, oui, c'était la dernière fois. Alors il y a eu la question, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un autre roi dans les années 1860 ? Oui, Louis-Philippe, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je n'y prononçais plus, mais aussi après les années 1870, avec celui qui aurait pu être Henri V. Bon, finalement, tel n'a pas été le cas en raison d'un problème de consensus, finalement, d'une absence de consensus entre les partisans de la monarchie en France à l'époque. Et Louis-Philippe n'a pas souhaité se faire couronner, enfin sacrer à Reims. Oui, alors pour Louis-Philippe, la situation est un peu différente. Il y a eu l'épisode bref de 3 jours de juillet 1830, révolution, bon, certes assez circonscrite géographiquement, c'est vrai, mais avec peut-être d'autres hommes politiques qui arrivent sur le devant de la scène, un certain nombre de bourgeois notamment, et la situation a commencé à changer en quelque sorte, effectivement. Et donc la dernière fois, 1824. Alors, on a l'impression que Reims, après, sombre dans l'oubli.
Et en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire que Reims va redevenir une ville extrêmement importante. Alors, elle reste quand même une ville très riche à cause de la Champagne, à cause du vin de Champagne. Et puis, de toute façon, il y a toujours eu ces fameuses foires de Champagne qui ont fait que ça a été une ville très importante, une métropole, plus qu'une métropole régionale même, quelquefois. Exactement. Mais ce qu'on oublie aussi très souvent, c'est que Reims joue un rôle clé lors de la Première Guerre mondiale. Un rôle clé, une sorte de verrou. Alors ça, bon, bien sûr, il y a le verrou de Verdun et des environs de Verdun, c'est juste, mais Reims, c'est les environs immédiats. Géographiquement, quand on regarde par rapport à Paris, c'est quasiment l'avancée extrême des troupes allemandes. Et il est sûr qu'en septembre 1914, la situation est particulièrement tragique en quelque sorte. Reims est bombardée, la cathédrale est touchée au cours de la guerre. Il est évident que d'autres villes ont été plus sinistré encore sur le front. Je pense à Ypres en Belgique par exemple, c'est vrai, ville rasée, mais il est sûr, ou Douai encore, mais il est sûr que Reims a eu son lot également de destruction de manière particulièrement importante. Donc ville martyre, le terme est justifié effectivement. Et alors, puis, donc pourquoi est-ce qu'elle est importante? C'est juste une position géographique? Position géographique, ça c'est indéniable. Et puis par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans l'histoire de France, il est évident que ça joue un rôle. C'est en quelque sorte le cœur ou l'un des cœurs de la chrétienté pour bon nombre de Français, qu'ils soient d'ailleurs chrétiens ou non. Ils savent bien, même s'ils sont d'une autre confession agnostique, voire même athée pour certains, ils savent bien au fond d'eux-mêmes que finalement Reims a joué quand même un rôle indéniable tout au long des siècles, depuis le 5e siècle, même s'il est vrai que notamment au moment de 1896, certains avaient remis en cause la question du poids de Reims en quelque sorte. 2 décennies plus tard, Reims est au cœur de bon nombre de préoccupations des Français. Donc c'est une ville martyre qui est reconstruite et de manière assez symbolique, c'est à Reims qu'est signé le fameux armistice. Enfin, la reddition, pardon. La reddition des troupes allemandes. Oui, vous parlez pour la Deuxième Guerre mondiale. Pour la Deuxième Guerre mondiale, oui. Je fais un saut, pardon. Oui. L'armistice de 18 est signé à Rotonde, oui, enfin, le train du maréchal, enfin tout ça. Non, là, je pars en 45, pardon. Alors peut-être qu'entre les deux, il faudrait rappeler le rôle joué par les Américains, que l'on voit bien sûr le 7 mai 1945, c'est juste, mais les Américains qui ont permis la reconstruction de la cathédrale de Reims après la Première Guerre mondiale. Mais il faudrait souligner aussi que le rôle de reconstruction joué par les Américains, par les Canadiens, a été assez important. Je pense par exemple dans le nord de la France, à Merville, où le séminaire qui a été reconstruit grâce aux familles de Canadiens, de soldats canadiens qui étaient morts sur le front et qui ont permis, à Vimy ou ailleurs, et qui ont permis finalement la construction de ce séminaire, ou qui ont permis finalement, pour l'abbaye du Mont-des-Cats dans le nord de la France, là encore, ce geste qui a permis à travers l'océan, en quelque sorte, de montrer une fraternité chrétienne qui s'est exercée. Mais pour revenir, comme vous le disiez, à Reims, effectivement, c'est la capitulation allemande qui est signée le 7 mai 1945. Alors, c'est vrai qu'on retient souvent dans l'histoire, dans les manuels scolaires, on retient très fréquemment la date du 8 mai 1945. Si on veut être extrêmement précis, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé le 8 mai, mais la signature à Reims, c'est le 7 mai. À Berlin, ce n'est pas le 8 mai, si on est très précis sur le plan chronologique, c'est dans la nuit du 8 au 9, et finalement c'est le 9 mai, exactement. Bon, en gros, entre 0h et 2h du matin. Voilà, c'est une sorte de moyenne qui a été faite. Mais ce qui n'est pas sans lien avec ce qui va suivre, lorsque Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, le 9 mai 1950, prononce le discours qui, en gros, hormis la question bien sûr du Benelux depuis septembre 1944, fonde en quelque sorte, pose les fondements plutôt de la construction européenne, c'est en écho à cela, c'est en écho à cette capitulation allemande, mais c'est un écho qui lave en quelque sorte cette capitulation. Le 9 mai 1950, on est dans une nouvelle ère en quelque sorte, mais le rôle joué par Adenauer a été capital. Oui, et justement, le premier, on peut dire le premier lavement, c'est donc 50, et puis il y a 62, où De Gaulle et Adenauer se rencontrent et on choisit Reims. Alors le choix de Reims peut-être un peu étonné ici, mais en fait il s'explique assez largement eu égard à ce qu'on vient d'évoquer. Alors, replaçons là encore une fois dans le contexte. De Gaulle devient président de la République, il est élu président, il devient président du Conseil, il est élu le 1er juin 1958, il devient président de la République française de la 5e République naissante en décembre 1958, et puis il y a des contacts qui s'opèrent avec Adenauer, qui est ancien maire de Cologne de 1917 à 1933, quelqu'un qui a compté dans l'histoire allemande à l'époque de la République de Weimar notamment, qui est destitué par les nationaux socialistes en 1933, qui est emprisonné, quelqu'un qui apparaît comme étant un gage de démocratie en quelque sorte.
sorte, et qui multiplie les contacts avec De Gaulle dès 1958. Et entre 1958 et 1962, les deux hommes apprennent à se connaître davantage, si je puis dire. Et puis il y a cette visite à laquelle vous faisiez allusion d'Adenauer en France, du 2 au 8 juillet 1962, plus particulièrement à Reims, le dimanche 8 juillet 1962, qui commence en fait par une question militaire. Et c'est là peut-être une inversion par rapport à ce qu'on évoquait précédemment, où vous montrez la dimension religieuse première en quelque sorte. Là, cette fois, c'est la dimension militaire qui apparaît en première ligne, sans jeu de mots là encore. Mais il y a d'abord un défilé militaire à la fois de troupes allemandes et de troupes françaises au camp de Mourmelon, non loin de Reims. Ensuite, il y a la messe dans la cathédrale de Reims. Et puis, il y a ensuite donc, un moment fort de rapprochement, d'unité en quelque sorte, entre les Allemands et les Français. Et puis, il y a ensuite un toast qui est porté à l'hôtel de ville de Reims juste après la messe. Mais on choisit quand même la messe à Reims alors que ce sont bien deux pays laïcs qui veulent sceller leur unité quand même dans ce cœur de la chrétienté qui est Reims. Oui, mais en même temps Adenauer est un démocrate chrétien, il avait fait partie du Zentrum, le parti du centre, parti catholique. Le général de Gaulle était lui aussi profondément catholique. Il y a manifestement une concordance de vues sur le plan intime en quelque sorte qui apparaît et qui supplante, je dirais, d'autres considérations. Alors il nous reste une poignée de minutes là. Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui nous reste de Reims finalement? Est-ce que ça n'est qu'un joli symbole qu'il faut une sorte de musée, une ville-musée qu'il faudrait conserver, ou est-ce que elle a encore un rôle à jouer? Est-ce qu'elle joue encore un rôle? D'abord, c'est une magnifique ville avec comment dire, un certain nombre de vestiges datant de l'époque romaine notamment, avec des gens particulièrement sympathiques, ouverts. C'est agréable d'aller converser avec eux. C'est une ville qui connaît un certain essor avec sa chambre de commerce régionale, avec également, je pense à la base aérienne de Reims et ainsi de suite, l'aéroport qui se trouve jumelé en quelque sorte. Il est sûr que Reims exerce un certain poids, une certaine influence. Alors il est vrai que la proximité parisienne peut apparaître comme une chape de plomb, peut-être parfois, à certains égards, mais Reims joue un rôle sur le plan économique, on l'a dit, on y a fait allusion brièvement, sur le plan politique sans doute aussi, je veux dire, la ville de Reims aujourd'hui c'est quand même pas rien, et puis une dimension religieuse, pensez notamment en 1996, lorsque Jean-Paul II est venu. Alors il n'est pas venu qu'à Reims, certes. Il est venu à Tours, à Sainte-Anne-de-Ré notamment, il est venu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, mais il se rend à Reims à une époque où, faut-il le rappeler, il y a depuis, à ce moment-là, 8 à 10 ans pratiquement, un certain tumulte dans l'Église, en France, voire hors de l'Église. Souvenez-vous notamment le passage de Jean-Paul II au mois de mai 1985 en Belgique, où c'était un accueil par certains très fort, très chaleureux, et puis parfois froid, distant pour d'autres. Et en Belgique et en France, à l'époque, on trouve un peu le même écho en quelque sorte. Il y a en France, dans les années 1980, un certain nombre de personnes qui, début des années 1990, particulièrement hostiles à la venue du pape Jean-Paul II, que ce soit Thierry Messant avec le réseau Voltaire ou d'autres encore, ou un certain nombre de personnages qui finalement jouent de leur influence pour faire en sorte que finalement des subventions ne soient pas attribuées ici ou là, alors que finalement on n'avait pas regardé pour attribuer des subventions en d'autres circonstances à diverses confessions ou religions. Et puis ce qui conduit même, par exemple, Monseigneur Defoy, archevêque de Reims, lors de la venue du pape Jean-Paul II à la base aérienne, pour la messe, Monseigneur Defoy exige, interdit finalement que les vierges pèlerines qui sillonnent la France depuis déjà quelques mois, et qui sont des répliques locales, des statues qui sont vénérées ici ou là dans toute la France, Monseigneur Defoy interdit que ces vierges pèlerines soient présentes à la messe pontificale de septembre 1996. C'est quand même assez étonnant comme symbole qu'un évêque en vienne à poser un tel acte en quelque sorte, devançant peut-être finalement des décisions purement laïques ou politiques. Mais justement, il se passe quelque chose à Reims. C'est manifestement l'amorce d'un retournement qui se produit, qui préfigure finalement peut-être le retournement plus complet du mois d'août 1997 avec les Journées mondiales de jeunesse à Paris. Pour appeler les choses, fin juin 1997, en ce qui concerne les inscrits, pour les jeunes inscrits, le dernier dimanche de juin 1997, on va essayer d'être précis, il y avait 1 millier de jeunes Français inscrits par le biais des diocèses pour participer aux Journées mondiales de jeunesse à Paris. 2 mois plus tard, c'est la vague déferlante.
il y a eu manifestement un raz-de-marée qui s'est produite, avec des jeunes qui sont venus en grand nombre. J'ai pu travailler, il se trouve, ici les Moulineaux, sur les archives de l'épiscopat et sur la question des inscriptions, justement, de ces jeunes. Et on voit très nettement que, manifestement, certains diocèses, je pense au diocèse de Gap, au diocèse de Saint-Denis-de-la Réunion, et ainsi de suite, des diocèses qui ont envoyé plus de jeunes que des diocèses comme Le Havre ou Lille, par exemple, ce qui est quand même assez surprenant, mais qui montre localement, en tout cas, qu'il y avait un certain nombre de communautés nouvelles, de paroisses, d'évêques aussi, qui finalement ont joué le jeu en quelque sorte. Et là, il faut rendre hommage au rôle joué par la télévision, par un certain nombre de journalistes, qui ont permis notamment, lorsqu'il y a eu les arrivées des délégations étrangères en août 1997 à Paris, qui ont montré la diversité, cette catholicité en quelque sorte qui s'exprimait, et qui ont conduit probablement à inciter un certain nombre de Français finalement à franchir le pas et à venir finalement, alors qu'ils étaient bien peu d'inscrits au point de départ. Donc tout ça, c'était préparé par cette rencontre, enfin cette venue de 96. On peut penser qu'il y a eu ce terrain préparatoire qui s'est produit presque un an plus tôt, effectivement. Oui, oui, oui. Mais écoutez, Ludovic Laloux, merci. Donc, on a essayé de faire à très grands traits cette histoire de Reims pour montrer à quel point cette ville est au cœur, comme je disais, de l'alliance du trône et de l'autel. Il vous reste, allez, une vingtaine de secondes pour dire ce qu'il y a dans votre livre sur l'histoire du christianisme au XXe siècle. C'est paru aux éditions François-Xavier de Guibert. C'est un ouvrage qui se veut être un ouvrage de vulgarisation, qui traite du christianisme pour le monde entier. Les chapitres font 4, 5, 6 pages, pas plus, de manière à être volontairement ouvert au grand public en quelque sorte, et avec, c'est une autre caractéristique, 3, 4, 5 pages de textes complémentaires, de documents qui veillent finalement illustrer le propos et aller plus loin dans la démonstration. L'idée, c'est d'être abordable. Très bon ouvrage d'initiation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ludovic Laloux. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.